il existe un phénomène curieux et peu discuté. De nombreux pratiquants de yoga ressentent leur corps se transformer tandis que leur esprit demeure désordonné. Et cette disparité révèle qu'un aspect essentiel de la pratique n'est pas encore compris. Cette constatation ouvre une question centrale que la philosophie taoïste formule avec clarté. Que se passe-t-il lorsqu'un système conçu pour unifier est appliqué à partir d'une logique fragmentée? À partir de cette interrogation, il devient possible d'examiner le sens caché qui s'est perdu dans la transition entre tradition et modernité. C'est ce point qui guide l'analyse présentée ici, dans un contenu de Solstice consacré à des études structurées sur le langage universel et les pratiques internes. La proposition consiste à examiner le yoga comme un système de réorganisation intégrale, fondé sur des preuves historiques et fonctionnelles. Si cette perspective résonne avec vous, veuillez envisager de soutenir cet espace en vous abonnant et en laissant un like. La dissociation entre le corps et l'esprit a commencé à se consolider avec l'avènement de la modernité, lorsque le corps a été traité comme un mécanisme et l'esprit comme une entité isolée. Ce paradigme a profondément influencé la manière dont le yoga a été interprété au cours du XXe et du début du XXIe siècle. De nombreuses pratiques ont été perçues comme des entraînements physiques, tandis que d'autres ont été classés parmi les exercices exclusivement spirituels. Cette division a déformé la finalité originelle du système, qui a toujours fonctionné par intégration. En observant cette transition, il devient évident que la fragmentation ne provient pas de la tradition, mais du regard que nous portons sur elle. L'analyse de ce processus permet de comprendre pourquoi tant d'approches actuelles paraissent incomplètes. Une grande part de la confusion moderne provient d'interprétations qui isolent des éléments conçus pour fonctionner ensemble. Les postures sont traitées comme des fins en soi. Les exercices respiratoires sont appliqués comme des techniques indépendantes. Et la méditation est souvent détachée de son contexte somatique. Cette fragmentation empêche le pratiquant de percevoir le mécanisme qui relie structure corporelle, régulation interne et clarté mentale. Le résultat est un progrès irrégulier, où certaines améliorations apparaissent tandis que d'autres restent figées. Le taoïsme décrit ce désordre comme une perte de cohérence entre forme, fonction et perception. En restaurant cette cohérence, il devient possible de comprendre pourquoi le yoga doit être étudié comme un système et non comme une collection de méthodes. Lorsque l'on réorganise toutes ces données, la définition fonctionnelle du yoga devient plus claire. C'est un système qui utilise le corps pour réorganiser l'esprit et l'esprit pour affiner le corps. Cette logique explique pourquoi les techniques physiques ne fonctionnent pas isolément et pourquoi les pratiques méditatives requièrent une base somatique stable. La tradition ne séparait pas ce que la modernité a fragmenté. Cette intégration distingue le yoga des autres méthodes corporelles ou cognitives. La valeur de la pratique réside dans la coordination entre ces niveaux structurels, fonctionnels et mentaux. Comprendre ce mécanisme permet aux pratiquants d'identifier ce qui se transforme réellement. C'est ce fondement qui soutient son sens caché. La pratique opère simultanément sur 3 couches qui s'influencent mutuellement. La couche structurelle organise la force, l'alignement et le tonus comme base de stabilité. La couche fonctionnelle intègre respiration, rythme, proprioception et régulation autonome. La couche cognitive émotionnelle ajuste l'attention, la perception et les états mentaux. Lorsque ces couches agissent ensemble, le corps modèle l'esprit et l'esprit réorganise le corps. Cette cohérence engendre une évolution durable plutôt que des résultats aléatoires. Le taoïsme décrit cette dynamique comme une harmonie entre forme et fonction, atteinte non par un effort excessif, mais par la précision. Cette précision est ce qui permet la transformation véritable. En réunissant histoire, science et tradition, il devient évident que le yoga n'a pas perdu son but. Ce qui s'est perdu, c'est la capacité de le percevoir comme une unité. La fragmentation actuelle réduit des fonctions complexes à des techniques isolées, ce qui compromet toute la logique de transformation. Retrouver la vision intégrée, c'est retrouver la puissance originelle de la pratique. Ce contenu a été créé pour offrir de la clarté à ceux qui souhaitent comprendre le système avec rigueur et l'appliquer de manière cohérente. Si cette enquête a approfondi votre compréhension,
Votre abonnement et votre like contribuent à maintenir cet espace vivant. Au début du XXe siècle, alors que l'Inde vivait encore les tensions du pouvoir britannique, un jeune homme nommé Mukunda Lal Ghosh observait en silence son frère aîné pratiquer des exercices qui combinaient force et respiration avec une rigueur inhabituelle. Il remarquait que chaque posture semblait modifier non seulement le corps, mais aussi le focus et la présence intérieure du pratiquant. Ce détail retenait son attention parce qu'il ne rentrait pas dans les catégories imposées par les Occidentaux à cette pratique, sport ou spiritualité. Des années plus tard, devenu Paramahansa Yogananda, il contraria que cette première image contenait un sens qui ne serait compris que bien plus tard. Rien, en apparence, n'y promettait une transformation, mais tout suggérait l'existence d'un mécanisme non déclaré agissant en arrière-plan. Au fil des années, Yogananda s'est plongé dans les techniques de maîtrise mentale, tandis que son frère Bishnu Ghosh se consacrait au raffinement du corps physique avec une précision presque scientifique. La coexistence de ces deux trajectoires créait une ambiguïté fascinante. Comment une même lignée pouvait-elle engendrer des voies si différentes? Ceux qui assistaient aux démonstrations de Bishnu décrivaient une force qui ne semblait pas naître uniquement des muscles, mais d'une forme de stabilité interne difficile à exprimer. Dans le même temps, Yogananda parlait de l'expansion de la conscience comme de quelque chose d'accessible seulement lorsque le corps est entraîné avec discipline. Cette convergence entre deux pôles exprimait le noyau caché du yoga avant même que quiconque ne l'ait formulé. Le public voyait des techniques différentes, mais la structure sous-jacente était la même. L'histoire s'intensifie lorsque tous deux commencent à relater des effets similaires chez des élèves soumis à des méthodes apparemment opposées. Ceux qui entraînaient la force percevaient une amélioration de la clarté mentale. Ceux qui entraînaient la conscience constataient une stabilité corporelle inattendue. Ce phénomène intrigant n'était pas traité comme une coïncidence, mais comme un indice. Une question inévitable commençait à émerger. Serait-il possible que le corps et l'esprit fonctionnent comme un seul et même système, même lorsqu'ils sont entraînés par des voies différentes? La tradition l'avait suggéré, mais il n'existait pas encore de données suffisantes pour l'affirmer publiquement. L'attention se concentre désormais sur la découverte de ce qui relie exactement ces résultats. À mesure que le siècle avançait, la science occidentale commençait à décrire des phénomènes qui semblaient confirmer ce que la lignée observait déjà empiriquement. Des études sur la proprioception montraient que le corps modifie les schémas d'attention. Des recherches sur la respiration révélaient que les ajustements respiratoires influencent directement l'activité autonome. Des expériences sur la posture mettaient en évidence des changements immédiats dans les décisions impulsives. Chaque nouvelle découverte renforçait le soupçon que la frontière entre le physique et le mental était plus perméable qu'on ne l'imaginait. Ce qui, autrefois, n'était qu'une curiosité observavelle devenait la preuve d'un mécanisme profond. L'erreur consistait à ne pas encore connaître la logique qui intégrait l'ensemble. Ce mouvement scientifique a créé un contexte historique qui a amplifié la portée des enseignements de la lignée Ghosh-Yogananda. Ils affirmaient déjà que la force et la conscience ne sont pas des étapes distinctes, mais des fonctions interdépendantes au sein d'un même système de transformation. Dans le sillage de cette évolution, des chercheurs ont commencé à étudier les schémas de mouvement comme indicateurs d'organisation cognitive. Ces travaux ont montré que les modifications corporelles créent des cartes internes qui restructurent habitudes, perceptions et comportements. Ce qui paraissait trop spirituel a gagné une base technique. Ce qui semblait trop physique a révélé un impact psychologique mesurable. Malgré toute l'évolution scientifique du XXe siècle, la plupart des personnes continuent de pratiquer le yoga comme s'il s'agissait d'un ensemble de techniques isolées. C'est comme si la compréhension intégrée demeurait toujours proche, sans jamais être pleinement saisie. À première vue, cela semble n'être qu'un détail d'interprétation, mais c'est un détail qui modifie complètement le résultat de la pratique. La tradition a tenté d'unifier, la science a confirmé l'interdépendance, et pourtant, la perception commune est restée fragmentée. Ce paradoxe crée un point de tension qui implique le spectateur dans la recherche de l'explication de ce mécanisme caché. L'histoire réelle fournit le cadre, mais le sens doit encore être révélé. Pourquoi alors un système conçu comme une unité
continue-t-il d'être compris comme un ensemble de parties déconnectées? La réponse à cette question redéfinit tout ce que nous pensons du corps, de l'esprit et de la transformation. Elle explique pourquoi certains pratiquants évoluent rapidement tandis que d'autres demeurent stagnants pendant des années. Elle révèle le lien invisible qui a soutenu à la fois la lignée et la recherche scientifique. Et elle ordonne la trame qui relie le passé au présent. Poursuivez la vidéo pour suivre l'explication complète et comprendre comment cette intégration transforme la pratique en profondeur. Lorsque la dissociation corps-esprit s'installe, la plupart des personnes tentent de compenser ce déséquilibre par des stratégies apparemment intuitives, mais qui ne font qu'approfondir le désordre interne. La solution courante est d'intensifier l'effort mental pour contrôler les pensées, ce qui crée une tension cognitive supplémentaire. D'autres cherchent à se concentrer uniquement sur le corps, cherchant un soulagement rapide à travers des postures sans comprendre la fonction régulatrice qu'elles représentent. Ces approches renforcent le même schéma fragmenté qui a causé le problème. L'esprit devient hyperactif, le corps réactif, et aucun des deux n'établit une cohérence fonctionnelle. Le taoïsme décrit ce cycle comme un système qui tente de se corriger par les mêmes forces qui le désorganisent. C'est pourquoi beaucoup de pratiquants progressent physiquement sans pour autant devenir stables émotionnellement. La tentative de gérer l'anxiété par une respiration superficielle seule est un autre exemple de solution apparente avec des effets secondaires. Lorsque la respiration est utilisée isolément, sans activation musculaire adéquate, le corps interprète ce changement comme une incohérence interne. La personne croit se réguler, mais en réalité, elle génère un stimulus ambigu que le système nerveux ne sait pas interpréter. C'est une forme silencieuse de rétroalimentation de la tension. La science appelle ce phénomène la dissonance somatocognitive. C'est précisément ce type d'erreur structurelle qui limite le progrès même chez les pratiquants assidus. Un autre comportement courant est de rechercher des états méditatifs profonds avant de stabiliser le corps. Cette stratégie provoque des fluctuations émotionnelles, des difficultés de concentration et un sentiment injustifié d'échec. La méditation demande un minimum d'organisation posturale et proprioceptive pour que le cerveau puisse maintenir l'attention sans s'effondrer dans la rumination. En l'absence de cette base, la pratique devient un exercice de frustration, non de clarté. Beaucoup interprètent cela comme une incapacité personnelle, alors qu'il s'agit simplement d'un manque de préparation somatique. Le corps, non stabilisé, envoie des signaux d'alerte au cerveau, qui sous pression tente de compenser, répétant ainsi le cycle. Pour cette raison, la solution ne réside pas dans l'intensification des pratiques habituelles, mais dans la réorganisation du point de départ. Le changement réel survient lorsque le pratiquant brise la logique du « plus de la même chose » et introduit une pratique agissant sur les mécanismes qui soutiennent à la fois la stabilité physique et la reconnaissance interne. Une technique peu connue, mais validée par des recherches récentes, est la séquence de micro-alignements proprioceptifs avant tout exercice respiratoire. Ces ajustements minimes activent des récepteurs musculaires régulant les cartes internes de posture et de perception. Des études montrent que, quand ils sont faits même pendant moins de 2 minutes, le cerveau réorganise les schémas d'attention sans exiger d'efforts cognitifs directs. Cette intervention simple réduit l'hyperactivité mentale parce qu'elle agit sur la voie corporelle qui soutient la concentration. C'est une pratique qui rompt dès la première minute le schéma de fragmentation. L'application est claire. Avant de respirer profondément, alignez 3 points structuraux, l'appui des pieds, l'axe pelvien et l'extension douce de la colonne vertébrale. Ces ajustements activent des chaînes musculaires qui diminuent le bruit proprioceptif, permettant à la respiration de produire des effets réels sur le système autonome. Quand cette base est établie, la respiration cesse d'être une technique isolée et devient un composant intégré. Le système nerveux interprète ce changement comme une cohérence interne, non comme une tentative artificielle de contrôle émotionnel. Cette cohérence diminue l'activation du circuit de vigilance et améliore le traitement des informations internes. La pratique redéfinit le contexte dans lequel l'esprit agit. Cela transforme la manière dont le pratiquant expérimente les états d'attention.
Cette technique est particulièrement efficace parce qu'elle dissout le cycle d'autocorrection superficielle qui domine une grande partie des routines contemporaines. Plutôt que de tenter de corriger les pensées par d'autres pensées ou de soulager la tension corporelle par une relaxation forcée, elle introduit une intervention qui réorganise le processus entier à la base. Le corps envoie à l'esprit un signal clair de stabilité. L'esprit répond en réduisant l'effort et le bruit cognitif. Ce cycle vertueux crée la sensation de présence que beaucoup cherchent à atteindre sans comprendre le mécanisme qui la génère. La pratique agit sur la structure, non sur la fantaisie. Voilà pourquoi elle fonctionne même pour ceux qui ont déjà essayé d'autres approches sans succès. En reconnaissant ces dynamiques, le pratiquant comprend finalement que l'erreur ne résidait pas dans l'intention, mais dans la méthode. L'intégration entre micro-alignement, respiration et attention crée un champ interne mieux organisé, capable de soutenir des transformations durables. Ce type de pratique rompt les automatismes mentaux, réduit la réactivité émotionnelle et améliore la clarté pratique des actions quotidiennes. Elle ne promet pas des états extraordinaires, mais organise les bases qui permettent de percevoir tout état de manière stable. Cette compréhension amplifie l'autonomie interne et réduit la dépendance aux techniques complexes. C'est une voie simple, fonctionnelle et étayée par des preuves. Si ce passage vous a parlé, commentez ci-dessous la phrase « Je choisis la cohérence avant l'effort » et utilisez ce geste comme premier pas conscient vers la transformation du schéma automatique déjà établi. La pratique du micro-alignement proprioceptif part du principe que le corps n'est pas un contenant pour l'esprit, mais une extension opérationnelle de la conscience. Chaque ajustement postural modifie des circuits internes qui influencent la perception, l'attention et les états émotionnels. La psychologie explique ce phénomène par le concept d'embodiment, qui démontre que les représentations mentales sont continuellement façonnées par l'organisation physique. Dans le taoïsme, cette relation est connue comme la cohérence entre forme et esprit, un phénomène où la structure physique modifie la fluidité interne du qi. Dans le bouddhisme, la posture correcte est considérée comme une précondition à la stabilité mentale et non comme un ornement esthétique. La convergence de ces trois domaines révèle que la pratique n'est pas accessoire, mais centrale dans le processus d'autorégulation. C'est l'intégration entre l'axe corporel et l'axe mental qui définit la profondeur de l'expérience intérieure. Le rôle du corps dans le yoga va au-delà de l'exécution des postures et s'apparente à un mécanisme qui entraîne la perception et la stabilité. Les postures sont des outils pour affiner les cartes internes qui soutiennent l'attention et l'autoreconnaissance. La psychologie appelle cela l'amélioration proprioceptive, un processus qui augmente la précision avec laquelle le cerveau interprète les états internes. Dans le taoïsme, cette perception affinée est vue comme un retour au centre, un état où l'énergie cesse de se disperser et s'organise fonctionnellement. Dans le bouddhisme, elle permet à l'esprit de cesser de réagir impulsivement, car le corps stabilisé réduit les stimuli qui alimentent les fluctuations émotionnelles. Ainsi, le corps agit comme un médiateur entre l'expérience intérieure et la clarté perceptive. Ce rôle est fondamental pour que la pratique s'établisse comme une méthode de transformation. La respiration dans le yoga agit comme un pont entre le physique et le cognitif, modulant des rythmes qui influencent directement les processus émotionnels. Des études en psychophysiologie montrent que des respirations lentes et stables réduisent l'activité du système d'alerte et augmentent la capacité de concentration. Dans le taoïsme, respirer signifie déplacer le qi, réorganisant les flux internes qui déterminent les états mentaux. Dans le bouddhisme, la respiration est l'axe sur lequel repose la pleine attention, empêchant l'esprit d'osciller entre excitation et torpeur. Le yoga utilise la respiration comme un outil structurel pour stabiliser la perception avant d'approfondir toute forme de concentration. Cette fonction régulatrice explique pourquoi la respiration est considérée comme un fondement et non comme un complément. Le pont qu'elle crée soutient toute la dimension mentale de la pratique. L'aspect cognitif du yoga se développe à mesure que le pratiquant réduit le bruit interne et crée un espace pour la perception directe. La psychologie cognitive décrit que l'attention ne devient stable que lorsque le corps et le système autonome sont organisés.
Dans le taoïsme, cette clarté correspond à l'état de « esprit clair et poitrine ouverte », où émotion et perception ne se superposent pas. Dans le bouddhisme, cette qualité mentale est considérée comme la base de l'insight, car sans stabilité, il n'y a pas d'investigation profonde. Le yoga produit cet état en ajustant simultanément posture, respiration et rythme attentionnel. Cette organisation triple diminue les interférences internes qui nourrissent la dispersion. Ainsi, la pratique crée les conditions pour que l'esprit observe au lieu de simplement réagir. Le point central est que le yoga n'a jamais traité corps, respiration et esprit comme des couches séparées, mais comme des dimensions d'un même processus de raffinage de la perception. La psychologie confirme que les changements corporels modifient les circuits cognitifs, qui à leur tour modifient émotions et comportements. Le taoïsme décrit ce cycle comme une interaction entre forme, mouvement et essence, chaque élément influençant les autres. Dans le bouddhisme, cela s'exprime dans l'interdépendance entre effort, attention et quiétude. Le yoga synthétise ces traditions en offrant une méthode qui réorganise le système humain de manière intégrée. Il ne s'agit pas de spiritualité abstraite, mais d'ingénierie interne. Cette ingénierie fonde son efficacité depuis des siècles. La transformation produite par le yoga survient quand le pratiquant cesse d'agir uniquement sur les symptômes et commence à organiser les mécanismes qui soutiennent l'expérience entière. La psychologie appelle cela la régulation de second ordre, où l'individu apprend à ajuster les processus qui définissent ses états et non seulement ses réactions. Dans le taoïsme, ce changement est décrit comme un alignement avec le flux interne, permettant que chaque action surgisse de la stabilité et non de la tension. Dans le bouddhisme, cela correspond à l'abandon des automatismes qui emprisonnent l'esprit dans des schémas répétitifs. Le yoga devient alors une pratique de réorganisation profonde et non un ensemble de techniques indépendantes. Voilà son sens structurel. C'est ce qui transforme la compréhension en clarté appliquée. Lorsqu'on observe la tradition de façon intégrée, il devient évident que le yoga ne cherche pas des états extraordinaires, mais des conditions internes qui permettent cohérence, précision et lucidité. La psychologie affirme que ces qualités émergent lorsque les systèmes corporels, émotionnels et cognitifs entrent en synchronie. Le taoïsme souligne que les états internes ne se stabilisent que lorsque la forme trouve le rythme. Le bouddhisme confirme que la clarté ne se maintient que lorsque l'attention repose sur un corps organisé. Le yoga offre une méthode qui relie ces principes dans une pratique cohérente. Cette cohérence définit sa profondeur. Et c'est la raison pour laquelle, en comprenant le système comme une unité, tout le chemin devient plus clair. En arrivant à la fin de cette analyse, la question que le taoïsme garde comme un miroir silencieux se pose. Qu'est-ce qui en vous bouge encore, comme s'il était séparé du reste? Cette question ne cherche pas une réponse immédiate, mais une disposition intérieure à percevoir où la cohérence n'a pas encore pris forme. Le yoga nous offre ce point d'observation en révélant que la transformation ne naît pas de l'effort, mais de l'organisation. La psychologie confirme que cette organisation change la façon dont nous pensons, ressentons et décidons. Le taoïsme enseigne que percevoir est toujours le premier pas avant d'agir. Le bouddhisme rappelle que la clarté n'est pas un état, mais un processus continu. C'est dans cet entrelacement que le voyage intérieur commence à prendre sens. Si quelque chose de ce que vous avez entendu ici a réorganisé une perception dispersée, cela fait déjà partie du bénéfice de la pratique. La compréhension ne s'installe pas comme une conclusion, mais comme un mouvement qui continue à œuvrer pendant que vous observez. Le yoga opère précisément dans cet espace où corps, respiration et esprit s'alignent sans effort violent. Le taoïsme décrit ce phénomène comme l'instant où l'eau trouve son propre lit. La psychologie le voit comme une intégration fonctionnelle entre les systèmes internes. Le bouddhisme appelle cela une lucidité douce, sans tension, et vous pouvez simplement laisser ce sentiment s'installer. Tout enseignement profond se conclut seulement pour ouvrir un nouveau commencement, et le yoga suit ce même principe. Ce qui a été présenté n'est pas une fin, mais un point d'inflexion qui déplace le regard de l'extérieur vers l'intérieur.
La question maintenant n'est pas quoi faire, mais comment observer ce qui se passe déjà en vous. Le taoïsme affirme qu'il est impossible de contrôler ce qui n'est pas vu. La psychologie montre que reconnaître les schémas est la moitié du changement. Le bouddhisme rappelle que la perception est à la fois chemin et pratique. Alors, permettez à ce contenu de continuer à résonner en silence. Peut-être percevez-vous que la pratique n'a jamais été dans les techniques, mais dans la manière dont vous vous relatez à vous-même en les exécutant. Cette reconnaissance transforme le corps en territoire d'étude et l'esprit en instrument de raffinement. Le yoga devient ainsi une investigation continue sur ce qui organise votre expérience. Le taoïsme dirait que chaque ajustement interne est un retour au centre jamais perdu. La psychologie confirme que de petits alignements créent de grands changements au fil du temps. Le bouddhisme enseigne que toute clarté naît d'une seule décision de rester attentif. C'est l'invitation qui reste après la vidéo. Il n'y a pas de conclusion définitive, parce que rien de vivant ne se clôt dans une réponse unique. Le taoïsme préfère les questions qui se déploient en nouvelles perceptions. Le bouddhisme enseigne que toute compréhension est provisoire. La psychologie montre que les systèmes humains sont toujours en réorganisation. Le yoga accompagne ce mouvement, ajustant les structures internes pendant que vous vivez. Le chemin n'est pas fermé, il est continu. La pratique ne se termine pas, elle change de forme. Et vous pouvez simplement respirer dans ce mouvement. Si une partie de ce contenu a touché un point que vous reconnaissez en vous, permettez-vous de noter cette perception dans les commentaires. Vos observations aident à élargir le champ d'étude pour ceux qui cherchent aussi la compréhension intérieure. Chaque récit crée un pont entre différentes expériences, révélant des schémas souvent inaperçus. Cet échange renforce l'investigation collective et donne forme à des questions plus profondes. Partager, c'est continuer à avancer. Réfléchir, c'est poursuivre le processus. Et vous pouvez contribuer avec votre regard. Le chemin du yoga et de l'autorégulation n'est pas linéaire, mais circulaire, et chaque retour approfondit ce qui a déjà été vu. Si cette vidéo a élargi votre clarté, laissez la compréhension continuer silencieusement en vous. Le taoïsme suggère que tout véritable apprentissage se révèle dans la manière dont nous marchons le lendemain. Le bouddhisme rappelle que l'insight n'est pas un événement, mais une maturation. La psychologie montre que l'intégration grandit par couches, et cette chaîne reste un espace pour suivre ces évolutions en profondeur. Si vous souhaitez poursuivre cette enquête, vous savez où nous trouver, sans hâte, sans urgence, seulement quand cela fait sens.